malgré près de 3 ans de guerre, ce sont les pays étrangers qui doivent de l'argent à Israël. Et on ne manquera de rien cette année pour les fêtes de Pessah, ni en vin, ni en matzot, ni pour les plats traditionnels. Les producteurs s'en occupent. Vous le connaissez, il s'appelle Daniel Guggenheim, il est économiste et il vient nous parler chaque semaine de ce qui a buzzé dans la presse. Alors aujourd'hui, on va parler de la dette des pays différents d'Israël qui doivent beaucoup d'argent à notre jolie contrée. Et puis, on parlera du bilan de la société de Khashmal, la société d'électricité, de la banque Esh, une banque en ligne, et puis bien sûr de ce qui va se passer pour Pessah au niveau des achats de matzot, de vin, voire de traiteurs pour Pessah. Donc, il est sur le plateau. On est ravis de l'accueillir. Bonjour, Daniel Guggenheim. Bonjour. Alors, on va commencer avec cette fameuse, on va dire, analyse d'un économiste assez connu. Israël va beaucoup mieux, selon ses dires, que d'autres pays au niveau de la dette. On lui doit beaucoup d'argent. C'est fou. Oui. C'est vraiment vrai ? Oui. Et comme vous avez dit, un analyste, un économiste, et je voudrais dire son nom, comme on dit en hébreu, celui qui dit en son nom « Amen », la Goula, la délivrance, on en a besoin beaucoup cette année. Et donc, il s'agit de Shlomo Maoz, qui est toujours fait beaucoup d'analyses pour montrer que la situation d'Israël est bien mieux que ce que la presse semble dire, et malgré les années de guerre que nous avons malheureusement subies. En ce qui concerne donc les dettes, il dit voilà, la dette des étrangers vis-à-vis d'Israël, c'est-à-dire ce que les pays étrangers à Israël doivent à Israël, est de 331 milliards de dollars. Et il s'agit d'une balance nette, c'est-à-dire cet excédent, c'est un excédent de 331 milliards de dollars. Bien sûr, Israël doit aussi de l'argent, mais si on regarde ça, moins ça, il reste que Israël est gagnant, encore une fois, et que les pays doivent en plus par rapport à Israël 331 milliards de dollars qui représentent, il dit, presque de 57% du PIB, ce qui est très très important. Maintenant, vous allez me dire comment ça se fait. Alors d'abord, il y a la haute technologie dont on parle souvent ici, que la haute technologie, pour la première fois, l'exportation de haute technologie a dépassé dans la balance commerciale, dans les ventes d'Israël vers l'étranger, a dépassé les biens commerciaux. Et la haute technologie représente même 80% de l'exportation des services. Donc c'est énorme et c'est moins affecté par la guerre. Je dirais même, on pourrait dire le contraire, puisque nous savons bien sûr que beaucoup d'entreprises du militaire, de haute technologie, de l'intelligence artificielle, ont fait des exits. Ça veut dire se sont fait racheter par d'autres sociétés, ce qui amène de l'argent en Israël. D'ailleurs, puisque on parle d'exit, d'abord je veux dire le chiffre de 2025. Il parle de près de 60 milliards de dollars de sociétés donc qu'Israël qui se sont vendues à l'étranger. C'est énorme. Sur 4 ans, il a dit, on parle de plus de 250 milliards de dollars, dont l'État d'Israël, les recettes fiscales ont été de 50 milliards de dollars. Donc, c'est des chiffres très impressionnants à ce niveau-là aussi. Et si on veut encore ajouter à ce niveau-là un chiffre très, très passionnant à mon avis, c'est l'investissement des étrangers directement en Israël, dans les entreprises d'Israël. Ils représentent en Israël 4,5% du PIB, c'est-à-dire ça a été 26 milliards de dollars en 2025 et 15 milliards en 2024. Et pourquoi c'est très intéressant? Parce que dans les pays généraux, il fait une comparaison, dans les autres pays développés, ce que je veux dire, là-bas c'est 1%. Vous vous rendez compte? Donc c'est 4 fois plus. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Alors, donc ça c'était d'abord les exits, tout ce qui est haute technologie. Encore une chose qui y ajoute, c'est le gaz. Nous trouvons d'ailleurs heureusement des nouvelles réserves de gaz. Et il dit d'abord, la première chose que je veux vous dire aux Israéliens, c'est que le tarif d'électricité en Israël est 50% de moins cher grâce au gaz que par rapport à ce qui se passe à l'étranger. Apparemment, on est bien lotis et c'est pour ça peut-être les gens se plaignent moins que ce qu'ils se plaignent, j'entends, en Europe, en France en particulier. Donc ça, c'est important. Il dit en plus les recettes de gaz sont depuis 2015 où on a commencé à avoir du gaz, 32 milliards de shekels. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'il dit dans plusieurs années, je crois de 5 années, il dit on arrivera à ce que ça soit 10 milliards de shekels par an qu'on ait donc de recettes. C'est extraordinaire. Et il termine en disant beaucoup d'entreprises israéliennes qui proposent des matériels militaires à l'étranger, des drones et autres choses comme ça, ont
ont allié à ça l'intelligence artificielle et ça a fait que c'est très, très impressionnant dans cette guerre. On dit c'est pour ça que beaucoup de cibles ont été atteintes. C'est la preuve. Et tout le monde regarde ça. Ah bah oui, et la preuve, bien c'est sûr. la Grèce qui vient d'acheter à Israël son système de défense, à Elbit. Incroyable. Bon, en tout cas, ça nous fait plaisir. Et donc, comme quoi, il faut faire attention à ce que la presse raconte. Il faut toujours lire entre les lignes. On continue avec le bilan qui a été publié de la société Kheshmal, la société d'électricité israélienne. Alors, apparemment, ce sont de bonnes nouvelles pour le consommateur, même si les résultats sont contrastés parce que ça aura pour conséquence de nous alléger notre facture. Alors, qu'ont-ils publié? Quels sont exactement les chiffres, Daniel? Oui, je dis souvent que c'est intéressant de regarder au niveau économique, même macro, ce qui se passe dans les bilans des sociétés qui sont à la bourse en Israël. Mais oui, c'est là-bas que se cache la vérité. Voilà, et il y avait un article qui dit les bonnes nouvelles qui se dissimulent derrière les comptes annuels de la compagnie d'électricité. Pourquoi? Alors, effectivement, c'est un bilan contrasté. Ils disent d'abord qu'ils ont eu 135 000 clients en moins, 135 000 clients en moins. Vous allez dire c'est une mauvaise nouvelle? Non, c'est une bonne nouvelle pour les consommateurs parce que ça veut dire qu'ils vont à la concurrence et ça veut dire qu'ils sont intéressés et ils payent moins que ce qu'ils auraient payé s'ils avaient été restés dans la compagnie d'électricité. Ça, surtout, c'est une entreprise ou des gens qui ont la possibilité de le faire parce qu'ils ont, comment dire, le chose intelligent, comme on dit, qui voit la mesure d'électricité intelligente qui leur permet de changer de société. Ça, c'est une chose. Une deuxième chose, il dit comme ça, le bénéfice en 2025 de la compagnie d'électricité a été de 4 milliards de shekels, plus important de 1,5 milliard de shekels par rapport à l'année dernière, parce qu'il y a eu plusieurs choses dont une partie ne va pas se reproduire, mais qui sont intéressantes de noter. D'abord qu'on a réussi, et la compagnie d'électricité a réussi à recouvrer la dette de l'autorité palestinienne qui était de près de 2 milliards de shekels. Ça s'est passé en début 2025. Il y a eu une très, très grande nation très, très dure jusqu'à ce qu'ils avaient menacé de ne plus fournir de l'électricité du tout dans l'autorité palestinienne, ce qui lui aurait rendu tout noir là-bas. Et donc, ils ont cédé. Et donc, ça, c'est bien parce que ça veut dire aussi que ils ont récupéré de l'argent. Ça va baisser notre note aussi. Ils sont devenus aussi plus efficients. Ça veut dire aussi que dans les prochaines années, nous aurons moins payé. Ils ont vendu des terrains. Et aussi, ils ont dit, c'est très intéressant à dire, c'est qu'ils font moins de charbon et ils utilisent plus de gaz, qu'on vient de parler dans le premier sujet. Et donc ça aussi, ça veut dire que plus en plus, à ce niveau-là, on aura des coûts moindres. Or, des coûts moindres, ça veut dire pour le consommateur une possibilité d'avoir à l'avenir des notes d'électricité moins importantes. D'ailleurs, ils disent que, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, j'étais étonné que la consommation d'électricité a baissé en 2025, seulement a baissé de 1,4 million à 1,4 million de kilowattheures. Je ne sais pas à quoi c'est dû, mais donc ça aussi, ça pèse et ça nous fera moins d'électricité à payer pour l'avenir. Bon, eh ben c'est une bonne nouvelle. On va continuer avec une autre nouvelle économique. Ça concerne une banque en ligne, c'est la banque Esh, qui vient d'être rachetée par Isracart. Donc c'est quand même une nouveauté qui nous annonce qu'Isracart semble s'acheminer vers une autre destination, une autre direction. Tout à fait. D'ailleurs, Isracart, peut-être les gens ne le savent pas, a été racheté il n'y a pas longtemps par Delek. C'est qui Delek? C'est M. Tchouva, celui justement dont on a parlé ici du gaz. Il est incontournable, Yitzhak Tchouva. Et alors, c'est très intéressant parce que c'est une sorte de synergie. Elle a décidé, c'est Isracart, qui est la plus grande compagnie en Israël de cartes de crédit. Elle a des millions de gens qui possesseurs, de clients. Elle a 12 milliards de shekels d'encours de crédit. Donc, c'est énorme. Elle a fait un chiffre d'affaires de 3 milliards de shekels. Donc, des chiffres très, très impressionnants. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle a racheté la banque en ligne Esh. On en avait parlé une fois il y a quelques semaines. Il s'agit d'une banque, donc comme on dit, qui est digitale et qui avait deux principes. D'abord, elle a dit, je ne prendrai pas des commissions de frais de compte. Et deuxièmement, je partagerai mes bénéfices avec mes clients
pas avec les actionnaires d'habitude, elle n'est pas en bourse, mais avec les clients. Donc c'était très intéressant comme projet. Et donc c'est une banque assez petite, d'accord, mais ça va permettre une synergie. C'est d'ailleurs ce que cherche beaucoup la Banque d'Israël. Elle dit, moi je cherche à encourager la concurrence entre les banques. Et je veux ça parce que ça va montrer aux banques, il faut devenir plus efficient, peut-être, et moins cher aussi. Et donc ça leur permettra de ça. Et ça leur permettra cette énergie de le faire. Qu'est-ce que ça permettra? Et Instacart pourra maintenant proposer aux gens de gérer leur compte comme un compte courant normal. Comme une petite banque. Acheter des valeurs mobilières. Donc, avoir exactement, on dirait, les services d'une banque. Et donc, c'est très intéressant pour le public, au-delà même du 500 millions de shekels où cette banque a été rachetée. Bon, en tout cas, ça, c'était pour les nouvelles économiques pures. Maintenant, des nouvelles qui intéressent les consommateurs à l'approche de Pessah. Certains ont parlé de pénurie de matzot. A priori, Daniel va nous dire qu'il n'en est rien. Mais quid du vin, des traiteurs? Est-ce qu'avec la guerre, tout va être accessible? Je pense aux traiteurs notamment. Est-ce qu'ils vont travailler, ouvrir? Alors, il y a un article dans un journal qui a décidé d'interviewer 3 entrepreneurs, on dirait. D'abord, une personne qui fait du vin. Quel vin? Rakanati. Rakanati, ça se trouve à Dalton. Il dit, je suis à 7 kilomètres de la frontière. Il dit d'abord, je voudrais vous dire, c'est très difficile pour mes employés. Ils viennent, mais ils ont très peur en chemin. Parce que bien sûr que c'est ça qui est terrifiant, franchement. C'est terrifiant de prendre une alerte sur la route. C'est vraiment angoissant complètement. Surtout dans le nord, où il y a bien sûr. Et il dit, il y a eu des morts. Pas loin de la frontière. Et il dit, la chose suivante, bien sûr que l'endroit où il est, c'est Memougan, ça veut dire qu'il y a des abris, bien entendu, mais il dit, pour arriver, et il félicite les gens. Il a dit, j'ai même ouvert il y a récemment ce qu'on appelle un mercat de ça veut dire un centre pour les gens qui peuvent visiter et voir notre vin. Il dit, cette année, malheureusement, vu la guerre à Pessah dans le sud, il y a beaucoup de gens qui vont là-bas. S'il y a des gens qui peuvent y aller, mais à mon avis, ça ne se fera pas, et qui y aillent, mais pour l'instant, c'est fermé, donc c'est un coup pour lui. Maintenant, il dit la chose suivante. De façon globale, il dit entre Purim et Pessah, c'est là où je fais 2 fois plus de chiffre d'affaires que l'année. Il dit d'ailleurs qu'à Purim, c'est plutôt les religieux, les orthodoxes qui achètent plus de vin. Et à Pessah, c'est le public qui est moins orthodoxe ou laïque qui achète plus. Comme ça, ils voient les choses. Et ils disent, donc, il dit qu'il s'attend, comme les autres, on en reparlera, d'avoir cette année 10% en plus de commandes, parce qu'il dit qu'il y a plus de gens qui sont restés en Israël. Ça, c'est au niveau des vins. Maintenant, au niveau des traiteurs, il y a une entreprise qui s'appelle Goldis. C'est une entreprise qui a été ouverte en 82. Elle a 2 succursales, une à Bnei et à Jérusalem. Et dit pour Pessah, ce que je fais même 25 000 plats pour des sédarim, on peut dire le mot. Oui, des sédarim, des sédars de Pessah, bien sûr. Pour les gens, c'est une quantité industrielle. Il dit 150 shekels, je fais payer la manna, c'est-à-dire je fais payer le menu, enfin, pour une personne. Mais il dit, en vérité, je pense que ça revient moins cher aux gens, parce qu'il dit souvent les gens achètent trop pour Pessah, et finalement il en reste. Et moi, je fais exactement ce qu'il faut pour personne. Donc, il a dit, je pense que cette année, vu que les gens sont sous abri, ils vont me commander beaucoup plus la dernière semaine, parce qu'ils ont peut-être même une partie, pas le temps de cuisiner, c'est compliqué. Ce que moi je fais, bien sûr, il a une cache-route, vous voyez dans l'endroit où il est, donc sans problème pour Pessah, mais il a dit, je fais selon les coutumes et les goûts de chacun. Donc, il a de tout là-bas, donc ça c'est très intéressant. Et il dit, j'ai 250 employés. Maintenant, il dit, c'est à Pessah que je fais 12 fois mon chiffre d'affaires. Dernière chose que je voudrais parler, c'est les matzot, puisque vous avez parlé de... oui. Alors, la Matzot Aviv, qui est important en Israël comme compagnie, qui est d'ailleurs, j'ai vu 1887, elle a été faite à Yafo, et après, elle est passée en 1948 à Bnei Brak, et après, en 86, elle a eu une grande chipoutim dans l'hébreu, elle s'est ouverte, elle a fait des grands travaux, etc. Elle a dit comme ça, moi, ça se passe comme ça d'habitude. Depuis le mois de novembre, juste après les fêtes de Tishri, je commence à faire des matzot, mais pour l'extérieur, pour l'exportation, on ne le sait pas. 30 pays achètent des matzot de Aviv. Et donc, c'est les premiers qui sont livrés avant nous. Il dit, pour la consommation locale, je commence seulement en janvier-février. Donc, ça a été vraiment avant la guerre qu'il a commencé. Il a dit, je voulais dire la chose suivante. Nous avons maintenant des veilles, des gens qui travaillent, mishmarot en hébreu, donc c'est une veille, des gens qui travaillent 5 jours par semaine, et même le vendredi jusqu'à l'après-midi.
pour pouvoir assurer justement cette cadence de Matzot, que lui aussi prévoit que ça va être plus important parce que les gens sont là, quoi. Alors, il dit la chose suivante, je voudrais vous dire, la plus populaire, c'est le kilo de 2,5, le paquet de 2,5 kilos, et aussi, j'ai des matzot. Les matzot qui sont maintenant plus appréciés, c'est les matzot qui sont faits à partir de ce qu'on a dit en hébreu, kemach malé, ou bien du soubin, c'est-à-dire c'est le pain complet. Mais c'est-à-dire la farine complète. De matzah complète, qui est très appréciée, où nous avons plus de demandes. Et donc, tous ces trois vont le même message dans cette interview-là pour dire que c'est très dur en ce moment, mais que les employés viennent et qu'on n'aura pas de pénurie à Pessah. Bon, alors pas de pénurie à Pessah, c'est une bonne nouvelle. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Daniel. Merci pour ces infos. On se retrouve après Pessah. Si je pourrais profiter pour souhaiter un joyeux Pessah, Saméa, le plus quantique possible vu la guerre, à nos auditeurs, bien entendu. Et peut-être que ce sera terminé d'ici là. À la direction de Qualité et à toute ici de la radio. Tout le staff de la radio. Tous les personnels de la radio. Voilà. Et je vais encore redire ici que c'est très, très dur que je les vois, que même dans les moments de guerre les plus intenses, ils sont venus ici et ils ont voulu assurer chaque jour qu'on ait des informations. L'occasion de dire merci, moi aussi à la technique, Alex Belaïch et Jonathan Eshkol, qui jour après jour sont là, voilà, et qui nous soutiennent, qui nous suivent, et sans eux, rien ne serait possible, ça c'est sûr. En tout cas, Pessah Kasher et sa mère à tous, à très bientôt.